Quand t'as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce nouvel épisode du podcast, je suis ravi de passer ce moment avec une femme aux 1000 facettes. Entre la France, la Turquie et les États-Unis, son parcours a toujours eu pour décor la famille, la musique et une certaine idée de l'autorité. Elle nous raconte son histoire et cette fois, je profite de son talent pour faire un duo avec elle. Je suis née à Bordeaux, dans une famille de danseurs et de musiciens. Ma grand-mère est danseuse, mon arrière-grand-mère était musicienne, violoncelliste, mon arrière-arrière-grand-mère était pianiste. Beaucoup de femmes, les musiciennes. Les hommes aussi, mais ils ont aussi joué un autre rôle. Pas aussi impliqués dans la musique ou dans la danse, mais pas autant que les femmes en tout cas. Et ma mère, elle vient d'une famille pas du tout d'artistes, vient d'une famille très pauvre. Elle a commencé à faire de la danse très tôt parce qu'elle était en échec scolaire. C'était un pur cas social. Elle a commencé à faire de la danse vers 12-13 ans. Donc elle était en échec scolaire et elle a fait un stage dans l'école de danse de ma grand-mère paternelle. Et elle a rencontré mon papa comme ça. Et donc cette histoire d'amour, ma mère avait 15 ans et demi et mon père même pas 20 ans je crois. Et moi je suis arrivée quand elle avait 16 ans et demi, 17 ans. Et ma petite sœur est arrivée après. Mes parents, donc, c'est des fous furieux de la musique, de la danse, des fous furieux de tout, des passionnés, des gens qui vivent à 100%, avec tout ce que ça peut impliquer, et la vie d'artiste, et des mois bien remplis, des mois où on n'a pas du tout d'argent, où il faut aller faire la manche. Des années complètement idylliques et des années où on n'a rien, où la vie devient plus dure et donc des choses peuvent nous rattraper. Mes parents, ils étaient très jeunes, donc ils ont un peu vécu leur jeunesse avec moi ou avec ma sœur. Et donc j'ai vu toutes les facettes un peu de la jeunesse de mes parents, ou de ils ne sont jamais en fait rentrés dans la vie d'adulte, donc je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, la vie réelle, j'ai appris ça beaucoup plus tard. Après, ça a été un peu dur parce que voilà, mes parents ont fait un peu n'importe quoi et qu'il y a des fois où ça a été très difficile pour eux d'avoir 2 enfants. Donc j'ai un peu manqué de trucs et ils ne sont pas trop occupés de moi parfois. C'était un peu des parents par intermittence, quoi. Donc je suis beaucoup restée avec mes grands-mères et puis il y a eu beaucoup d'excès. Voilà, mes parents, ils étaient dans l'excès. Du coup, j'ai beaucoup subi ces excès. Ça a développé en moi... disons qu'il y avait mes parents, la vie à la maison et la vie extérieure. Donc la vie réelle et la vie dans ma famille. Et j'étais toujours entre les deux. Et puis, vu que mes parents... on choisit cette vie comme ça, j'avais l'impression de toujours justifier la vie de mes parents aux autres, au monde réel. Et ça m'a donné beaucoup de travail pour une enfant, j'avais autre chose à faire. C'est pour ça aussi que le jour où je me suis mis à créer, j'ai commencé à flipper. J'ai complètement commencé à flipper parce que je me suis dit que j'allais devenir comme eux. Alors, j'ai vraiment une enfance formidable. Mes parents m'ont appris à être curieuse. Mes parents m'ont appris à aimer les autres parce que c'est des grands pédagogues aussi. Ils aiment beaucoup donner. C'est des musiciens. Pour eux, la musique, c'est donner. Mais tu dois te donner complètement, pas à moitié. C'est un vrai don, quoi. C'est comme des gens qui sont à fond dans la religion. Donc, j'ai vraiment grâce à eux, beaucoup de curiosité. Grâce à ma famille... c'est ce qui me force d'ailleurs, mais j'ai pu avoir des périodes très dark, complètement antisociales, complètement révoltée, une vraie phobie sociale. Et surtout la peur que les autres me fassent du mal en fait, parce que le monde réel était là pour me rappeler que j'étais pas normale. Pour toi, il y a deux mondes ? Maintenant, non.
Maintenant, tout va bien. À l'époque, oui. À l'époque, oui, parce que c'était se construire à l'extérieur du monde. Et puis, mais, ils étaient tellement ultra sensibles, impliqués politiquement. Et c'était le monde réel. Ils me l'ont toujours décrit comme quelque chose d'horrible, en fait. Vraiment. Et comme je t'ai dit, il y a eu des périodes super dark, parce que la vie d'artiste, donc beaucoup de concessions, et puis il y a des abus, donc beaucoup de violence quand même. Bon, c'est assez violent en fait de se donner. Ils ont jamais eu de demi-mesure. Ça, ils connaissent pas, et toujours pas. À l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Ça changera jamais. Mais j'ai appris à vivre avec ça. Après, j'ai eu de la chance parce que je suis la plus jeune. À l'époque, quand mes parents avaient 16 ans, mon père a des petits frères. Et donc j'étais un peu la dernière, j'ai été quand même protégée. Mais c'est quand même des gens qui sont partis loin, où je pouvais pas tout leur raconter parce que quand on passait des moments en famille, j'avais pas envie de les embêter. Et puis pour moi, en fait, c'était normal, c'était ça, la vie d'artiste. C'était rock and roll. Et puis, je m'étais habituée. Voilà. J'avais pas trop à justifier ça. Mais bon, aujourd'hui, je fais un travail assez grave parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de violence. Et ça reste longtemps. Et si on s'en occupe pas, c'est horrible parce que ça a développé en moi des angoisses, pas que liées à la musique ou devenir musicienne. C'est juste, j'ai peur de l'autorité, j'ai peur de la police. Et plus tu as peur de trucs comme ça, plus tu attires tes peurs, tu sais. Mm-hmm. Alors que je suis la personne la plus clean du monde, je me suis fait arrêter 4 fois pour des trucs de ouf, pour des trucs de malade. Enfin, vraiment. Après, bon, j'ai aussi pris beaucoup de risques. Des gens et tout. Non, je suis allée vivre en Turquie, c'est tout. Je sais pas, tu dis des trucs de ouf. Les auditeurs, ils vont se dire qui. Non, mais pour des trucs. Voilà, juste. J'ai passé quelques temps dans des bureaux de police un peu chelous, qui voulaient savoir des trucs, parce que quand je suis allée habiter à Istanbul, voilà, j'ai fréquenté des gens qui étaient là pour la liberté, des gens, voilà, bref, et ils voulaient en savoir plus. Et sauf que quand ils t'arrêtent, et moi qui ai terriblement peur de l'autorité, ça s'est pas très bien passé, parce que j'ai complètement paniqué. Et en fait, ils voulaient juste me poser des questions, mais je suis restée quand même 8 heures enfermée dans un tout petit truc. Ils me posaient des questions trop cheloues. Bref. Du coup, t'as quitté la violence de ta famille et de Bordeaux et tout ça pour la violence turque. C'est bien. Non, parce qu'au final, non, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de douceur. D'accord. Beaucoup, beaucoup de douceur. Ça m'a permis de relativiser aussi. Après, c'était la violence. Je n'ai pas quitté pour ça, en fait. Je suis partie parce que j'avais besoin, parce que je suis quelqu'un qui est super curieux et j'ai besoin de voir. Je suis d'abord partie aux États-Unis. Avant la Turquie. Ouais. Mais entre-temps, je faisais de la musique. J'ai commencé à faire de la musique assez tard parce que je voulais pas en faire. Ça t'a dégoûté? Non, c'était juste que j'ai toujours eu l'impression dans ma vie qu'il fallait que je me justifie et que j'avais pas envie de passer par là où mes parents sont passés, genre se justifier. Pourquoi tu fais de la musique? Ça suffisait pas d'avoir des parents qui en faisaient? Non. Ok. Et j'avais pas envie. Et puis le monde de la musique, quand j'ai commencé, est un peu rude. Et sachant que à l'époque, comme tu peux l'imaginer, j'étais quand même quelqu'un d'assez fragile, à fleur de peau. Donc si tu appuyais au mauvais endroit, je m'effondre. Donc il y a plusieurs fois où, en plus, quand tu as ce genre de faiblesse, les gens le voient. Et si tu as quelqu'un de mal intentionné, ce qui m'est arrivé, en tout cas dans le milieu de la musique, malheureusement, ça m'a fait super mal. Du coup, j'ai tout arrêté. J'ai continué un petit peu parfois, mais toujours en me disant, ok, tu composes quelques chansons, mais non, pas plus loin. Tu t'imagines pas avoir une carrière. Tu disais que tu avais besoin de te justifier.
Ouais. Alors du coup, si le fait d'avoir des parents dans la musique n'était pas une bonne raison, c'était quoi toi tes raisons de faire de la musique alors? La première raison, Ouais. c'est que dès que j'ai commencé par la danse. Et ce qui m'a vraiment lancée, c'est que j'étais folle amoureuse d'un garçon. Et que pour l'impressionner, je me suis mise à la guitare basse. Et j'ai intégré un groupe de métal. Ah. Et ça a marché. Je suis restée 5 ans avec lui ensuite. Je suis super bien tombée. Je suis rentrée dans un groupe. Alors au début, c'était un groupe de collège un peu. Mais Ouais. sauf que c'est devenu un petit peu plus gros. Parce que les 2 personnes avec qui je jouais, c'était 2 frères argentins. Complètement fous, qui se travestissaient et qui étaient hyper présents sur la scène du métal partout en France. Donc en fait, je tournais partout en France quand j'avais 14 ans, dans un groupe de métal où en fait, j'étais avec 2 travestis, enfin voilà. Bref, et c'était super bien parce qu'à cette époque, le monde du métal, c'était pas le monde de mes parents. Mes parents étaient super fiers de moi et tout ça, mais c'était un peu mon truc à moi. Je partais et mes parents s'en mêlaient pas trop. Voilà. Et vu que les 2 garçons avaient une personnalité très forte, ils me protégeaient un peu. Ils voyaient que si jamais mes parents essayaient trop de s'impliquer, hop, ils me gardaient avec eux. Et ils ont été hyper bienveillants avec moi. Et le monde du métal, c'est trop bien. Surtout quand t'es une nana, c'était une expérience incroyable. Et quand t'es une petite nana, parce que j'avais 14 ans, quoi. Donc, On s'imagine un milieu violent quand on s'imagine... Enfin, je sais pas, moi, c'est mon préjugé. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, non. Parce que j'allais dire, t'as encore quitté de la violence pour de la violence, mais au final, non, c'était pas si violent. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Puis, c'était, en général, hyper bienveillant, plein de douceur. Pas du tout misogyne, mais pas du tout. Après, j'ai arrêté le groupe et je suis retombée amoureuse. Et après première année d'université, j'ai monté un groupe de filles qui s'appelait April Shower. On était 5 filles à l'intérieur. C'était vraiment cool. C'était vraiment génial comme expérience. Par contre, c'est là où j'ai commencé à avoir des angoisses qui sont montées. Parce qu'en fait, je recommençais à rentrer dans la vie d'adulte. J'étais un peu à fleur de peau. J'étais très, 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 très sensible. Et peut-être qu'on a fait des choix dans le groupe où je me sentais pas vraiment à ma place. Et ça a été hyper difficile à gérer. Parce que quand je m'investis dans un projet ou dans des gens, à l'époque en tout cas, plus maintenant, c'était comme des histoires d'amour, c'est-à-dire que je me donnais trop. Et du coup, les gens pouvaient me faire mal facilement, sans le savoir et sans vouloir être méchant d'ailleurs. Et je sais pas, j'ai une ou 2 petites déceptions. Et ensuite, surtout, c'est qu'après, on a continué, c'était toujours aussi cool. Et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment besoin d'autres choses dans ma vie. Il faut que je parte, en fait, de Bordeaux. Parce que ma curiosité, elle va... Enfin, là, elle est trop grande. Il faut que je parte. Enfin, en tout cas, musicale. Alors, je sais pas si c'était dans ma démarche artistique que je voulais partir au début. Mais en tout cas, j'ai senti qu'on avait enregistré un truc et ça me correspondait pas du tout. Enfin, ça me correspondait pas. Et du coup, je me suis dit, non, mais il faut que tu apprennes vraiment à te connaître. Il faut vraiment que tu apprennes qui tu es. Il faut que tu te casses. Voilà. Il y avait le Danois, tu disais Avec le Danois, oui. En fait, je suis tombée amoureuse il était musicien, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Ono Ono. Ok. Et c'était toujours... Enfin, voilà, je l'ai pas fait que pour lui, mais c'était le truc de départ. En fait, pour me lancer, pour me donner un élan. Et après, donc, j'ai arrêté. Je suis partie aux États-Unis, au Canada, d'abord. Et là, j'ai toujours travaillé dans la musique. J'ai travaillé pour un label qui s'appelle Marigold. Ok. Et où je m'occupais de la communication francophone. Voilà, dans les radios pour défendre les groupes. Et ça, c'était bien parce que j'étais spectatrice et ça m'a fait vachement de bien de voir comment les choses marchaient ailleurs. Je me suis fait des super amis et c'était bien. Entre-temps, je suis un peu allée à New York. Et à New York, en fait, quand j'étais dans April Shower, il y a un producteur qui s'appelle Roger Greenawalt qui avait remarqué, April Shower, et qui m'avait dit, je pense que ce serait une bonne idée si tu venais enregistrer des chansons avec moi à New York.
Et donc, quand je suis allée à New York, je l'ai rencontré et je lui ai dit, je sais pas si j'ai envie de faire de la musique. Il m'a forcé un peu. Il m'a mis dans un studio. Il a fait, tu bouges pas. Et écris au moins 2 chansons et on essaye et tout. Et on a essayé et c'était super bien. Ah, ok. Et ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a vachement redonné confiance en moi. Et j'ai pas essayé de pousser le truc plus loin. Parce que j'ai pris peur aussi un petit peu de New York et c'était trop grand. Mais les gens étaient super bienveillants et je suis trop contente que Roger... voilà, c'est quelqu'un qui fera toujours partie de ma vie. Et qui me donne vachement confiance en moi. Et voilà. Et ouais, donc j'ai pas fait grand-chose avec ces chansons au final. Je les ai même pas défendues. Je les ai pas envoyées à des labels, rien. Je les ai mis sur Internet. Ah oui, t'as... J'ai rien fait. J'ai fait ça comme... Tu les as mises. Okay. Je les ai mises. Et après, non, ça a été utilisé un peu pour de la pub aux États-Unis, donc c'était cool. Mais sinon, non, j'ai pas poussé plus. Et j'ai eu une opportunité pour travailler en Turquie ensuite. Donc j'étais bien aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est cher. Et puis, encore une fois, moi, comme je t'ai dit, je suis curieuse, mais je suis aussi curieuse des musiques du monde. Et la musique turque, c'est un truc que j'écoute depuis que je suis toute petite. Enfin bref, donc je suis partie. J'ai commencé à travailler donc, pour une association qui s'appelle l'Union française. Et ça a été un déclic, complètement, parce que déjà, partir là-bas, ça complète... Enfin, je suis quelqu'un qui aime tellement les gens. Je suis hyper généreuse, en fait, et la chaleur humaine, c'est vraiment un truc que je peux pas faire sans. Et en Turquie, ça m'a fait trop du bien parce que cette chaleur humaine, elle est ultra présente. Et ça te fait vite sentir chez toi. Et je me suis vachement reconnue dans ça. Et ça m'a fait vachement de bien. Plus qu'à Bordeaux ? Ouais. Tu t'es sentie plus chez toi là-bas ? Ouais. En tout cas, le fait d'être loin et de pas avoir à me justifier et les regards sociaux, c'est pas la même chose en Turquie. Les gens vont... C'est beaucoup moins froid. Et puis, si jamais, mais vraiment, j'expliquais mes problèmes à mes amis turcs, mais c'était de la rigolade. C'est pour ça que ça m'a permis de relativiser beaucoup en Turquie. Parce que la question de la création, leur dire que j'ai peur de créer parce que je sens trop de pression sur moi à cause de mes parents, non, eux, c'est autre chose, quoi. Créer, ça a un autre sens pour eux. Et ça, je me suis pris un peu une claque par rapport à ça. C'est que, en effet, tu vois, on n'a plus le droit de dire j'ai peur, tu vois. Ah oui. En tout cas, moi, je me suis dit... Là-bas, ouais, c'est relatif, quoi. Ouais, moi, je me suis dit, non, là, c'est ridicule, là. Ouais, mon mari n'a pas trop compris pourquoi j'avais peur comme ça. Surtout que pour lui, c'était... ça a toujours fait partie aussi de sa vie, la musique, mais... T'avais peur de quoi ? J'avais peur de me lancer, en fait. Mais j'ai toujours l'impression que je dois me justifier. C'est horrible. Encore, même là-bas ? Ouais. En tout cas, si jamais... alors que je composais des chansons dans ma chambre et que... Déjà, pour les faire écouter, c'était tout un truc. C'est vraiment hyper compliqué. Vu que je suis hyper timide. Et que ça a commencé doucement quand je me suis mise avec Çağatay, lui faire écouter. Et il m'a dit, non, il faut que tu les enregistres, Ayla. Et j'étais là, bon, mais t'es sûre ? Peut-être que je peux juste les garder. Ça me fait du bien de faire de la musique dans ma chambre, après tout. Oui, c'est ça. T'es pas obligé de diffuser ta musique. Mais, alors, c'est ça, en fait. Ouais. C'est que, à un moment, en fait, je me suis dit, ça pourrait voilà, mais c'est aussi un truc que je m'interdis. Et ce sentiment, en fait, ça me fait beaucoup de peine parce que j'adore chanter en public. Et le fait de ne pas pouvoir le faire ou d'être complètement flippée parce que ça me fait de la peine, en fait. Et de pas pouvoir le donner, ça me fait beaucoup de peine. Aujourd'hui, ça va mieux quand même. Tu repousses le moment de faire ta carrière, de faire de la musique, quoi. Ouais. C'est ça ? Oui, je l'ai repoussé, mais après, là, j'ai un peu quand même repris confiance en moi, tout doucement. Et puis encore une fois, être allée en Turquie, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée.
Parce que, mais déjà, intellectuellement, vu que j'ai besoin d'être active, j'ai besoin de comprendre le monde, j'ai besoin des gens, en fait. Enfin, là, les gens que j'ai rencontrés, c'était tellement incroyable que ça m'a donné beaucoup d'élan. Et aussi, comme je t'ai dit, ça m'a permis de relativiser sur qu'est-ce que créer et pourquoi tu as envie de le faire et pourquoi tu as envie de le donner aux gens. Et ça, tout a repris son sens, en fait. Et alors ? Pour moi, c'est aujourd'hui... C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, je me suis construit anti-société. Donc, tout ce qui me révolte, je le porte en moi. Donc, c'est horrible. Hein. C'est-à-dire que chaque fait d'actualité, ça me touche, mais il y a un truc... je suis capable de ne pas sortir 3 jours de chez moi parce que je flippe. Hein. Après, en Turquie, quand il y avait des alertes à la bombe, je me suis découverte bien courageuse. D'être là-bas, déjà ? Oui, d'être là-bas. Et aussi, je me suis trouvé des forces, tu vois. Et ces forces-là, elles m'ont aidée à me donner de l'élan et à relativiser et à me dire qu'en fait, j'étais capable de beaucoup de choses. Par rapport à ma peur de l'autorité, en Turquie, ça m'a permis de relativiser aussi. Ouais. Parce que quand je suis arrivée en Turquie, ça allait encore bien. Là, ça va toujours, c'est toujours assez pisse, mais... Disons que la police commençait à être un peu tendax. Et moi, j'ai eu la bonne idée. Donc, d'aller à la Gay Pride, la première... je crois que ça faisait 3 mois que j'étais en Turquie. Ouais. Et normalement, tout le monde m'a dit que ça allait bien se passer. Et donc, j'y vais avec mes potes et tout. On commence à faire la fête, à être complètement ivre. Et là, les flics arrivent, nous jettent des bombes à lacrymo dessus, mais vraiment comme dans un film. Et moi, comme je t'ai dit, je réagis très mal à la violence. Et je peux plus bouger. Et mes amis se sont mis à courir, mais sauf que moi, je pouvais plus bouger, en fait. Donc, je suis restée immobile. Et donc, bien sûr, les flics sont jetés sur moi. Et, oui. Et sauf que, en Turquie, les flics, vu que je disais rien et tout ça, ils m'ont attrapée, ils m'ont mis au sol. Donc, t'imagines ce qui s'est passé dans ma tête, sachant que t'as super peur. Ils m'ont mis au sol. Et là, j'ai commencé à crier en français. Et dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, je vais mourir. Alors que franchement, c'est le pire truc qui peut m'arriver. C'est encore être avec la police, parce que je suis vraiment traumatisée. Ouais. J'ai rien fait, bordel. Et alors ? Et en fait, je me suis relevée. Et je leur ai montré mon passeport français. Ils se sont excusés. Parce que bien sûr, là, ils peuvent... J'aurais été turque, ça aurait été peut-être une autre histoire. Enfin, bref. Et j'ai rejoint mes amis. Et en fait, moi, je tremblais complètement. J'avais envie que ça s'arrête. J'avais envie de rentrer chez moi. Ils disaient, mais hors de question. Mes amis, c'était là, il faut continuer à faire la fête. On va dans un autre bar. Les flics réarrivent. Alors là, par contre, oui, mais on a fait ça toute la nuit, mais j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Donc... Comment t'expliques ça ? Parce qu'en fait, ça m'a permis de surmonter mes peurs, déjà. Et puis en plus, de voir mes amis. Ils étaient là, oui, maintenant, c'est ça notre vie, tu vois, mais personne ne va nous obliger à faire la fête. Voilà. Et ça m'a... Empêché de faire la fête. Oui, personne ne va nous empêcher. Ouais. Donc ça, ils sont forts pour faire la fête. Ok, voilà. Donc en fait, de vivre réellement une situation de danger... t'as fait relativiser toutes les autres peurs, presque anodines ou presque illusoires ou fictives ou... Oui, et puis après, c'est pas juste moi... j'ai vu la réaction de mes amis qui étaient en face de moi. Et qui réagissaient pas, qui réagissaient pas et qui sont là, de toute façon, ils peuvent rien nous faire à part nous faire peur. Et il faut que la vie continue. Et c'est pareil pour mes amis turcs, qui sont artistes aujourd'hui. C'est un devoir, en fait. Ouais. Ça, carrément, là, c'est un devoir, c'est un engagement. C'est ça, il y a l'artistique, là-bas, c'est engagé. Oui, engagé. Ceci dit, t'as vécu dans une famille d'artistes engagés. Oui, engagés, oui. Mais là, ça a pris vachement tout son sens pour moi. En tout cas, je l'ai vu. Et ça m'a fait aussi... Il y a un truc aussi qui m'a fait peur quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est que vu que mes parents prenaient tellement tout au sérieux, que j'avais peur de la superficialité. Des gens dans le monde de la musique. Ça me faisait peur. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai commencé à Bordeaux, je jouais un peu de saz turc. Et un jour, je le ramène en concert.
Et l'ingénieur du son vient me voir, il me fait « C'est un instrument, ça ?» Genre... et je fais « Putain, mais... » Bah oui. Bah oui, c'est un instrument. Bon... C'était un peu insultant. Ouais, c'était un peu insultant. Je me souviens de me dire « Ah ouais, non, mais ça me fait peur, en fait. Si on me doit me dire des trucs comme ça, ça pourrait me faire arrêter. » En fait, on perd beaucoup de respect pour beaucoup de choses, en fait. Pour les artistes, ça c'est clair. Parce que on mélange tout, on sait. Pour les journalistes, c'est la même chose. Pour les gens qui veulent raconter des histoires. Aujourd'hui, oui, c'est... Et puis il y a aussi une part d'individualisme. C'est-à-dire que beaucoup de gens font de la musique tout seuls, en fait, aujourd'hui. C'est dommage, parce que c'est un truc qui se partage beaucoup. Et ça, j'ai beaucoup apprécié aussi en Turquie. C'est que la musique est tout le temps là, mais c'est quelque chose que tu dois partager, voilà. Et ça fait trop du bien. C'est comme quand tu manges, tu fais une grande table avec tous tes amis, tu vois, bah c'est la même chose, quoi. C'est le même plaisir. Et voilà. Et ça m'a beaucoup consolée. Ça m'a aidé à me reconstruire complètement. Puis ouais, l'amour, en fait. L'amour des gens m'a aidée et m'a donné confiance en moi. Et voilà, tout simplement. Après... Et encore, ça a été compliqué parce qu'au début, comme je t'ai dit, je voulais pas qu'on écoute mes chansons. Maintenant, tu veux bien. Maintenant, je commence un peu. Mais t'as toujours peur de la police? Alors, la police... ça va un peu mieux. Sauf que j'ai passé... Donc, je me suis mariée. Et donc, je me suis mariée avec un Turc. Donc, quand tu te maries avec un étranger, tu dois faire face à beaucoup d'autorité. C'est-à-dire que tu dois te justifier devant la police. Tu te retrouves à nouveau dans toutes tes peurs. Ouais, et en fait, heureusement qu'il était là. Parce que là, j'étais plus toute seule. Et il m'a vachement aidée. Parce qu'il a capté direct. Et par exemple, le jour où on a dû... Parce qu'on n'a rien... Enfin, ça sert à rien d'avoir peur pour rien. Enfin, parce que là, c'était complètement irréel. C'est-à-dire que j'avais peur d'aller me justifier. C'était juste ça, en fait. Ce dont j'avais peur. C'est complètement irrationnel. Parce que... J'avais le droit de me marier avec lui, on avait tous nos papiers. Il n'y avait rien qui clochait. Je veux dire, tout ne pouvait aller que dans mon sens. Mais j'avais peur. J'ai failli vomir avant de faire l'audience avec les flics. Et après, j'ai pleuré pendant... Parce que, alors là, c'est le pire, quoi. Me retrouver devant des policiers et me justifier sur un truc hyper personnel, c'était horrible, cette expérience. Mais, alors là, pour le coup, les policiers ont été très gentils. En même temps, t'avais rien fait de mal. Mais oui, mais ils n'ont pas compris pourquoi je paniquais comme ça. Ouais, la police, si, ça peut me rendre... en tout cas, l'autorité, ça peut me rendre complètement folle, en fait. J'étais dans le bus à Paris, quand je venais juste d'arriver. Il y avait un contrôleur qui contrôlait un mec qui parlait pas français, et en fait, il lui disait tu comprends pas ce que je te dis, connard. Enfin, tu vois, vraiment, il l'insultait, et il fait il est où ton ticket? Et en fait, ils l'ont bizuté. Enfin, j'ai vu que les contrôleurs le bizutaient. Et donc là, injustice, police dans ma tête. Ouf. Donc là, ça fait un truc de malade. Donc je me suis retenue parce que j'ai peur, en fait, de parler. Et puis, d'un coup, c'est explosé. Donc je suis allée les voir. Tu leur as vomi dessus. Et je les ai insultés de tout. Ah ouais, d'accord, vraiment. Et ils m'ont dit, bon, si ça continue comme ça, on vous emmène au poste. Et en fait, moi, ça, c'est un truc... quand je vrille, j'ai fait, ok, emmenez-moi. Ah ouais. Oui, non mais... Et après... T'as plus peur à ce moment-là, en fait. Si. Ah, ok. En fait, si. Enfin, c'est horrible, mais j'ai peur, en fait. Je tremble, mais j'ai l'impression qu'il faut que ça se passe, tu vois. Ouais. Et finalement, ils m'ont dit, bon, écoutez, calmez-vous, mademoiselle. Et après, quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que, que j'étais hyper flippée, que j'étais complètement partie en vrille. En même temps, c'était injuste. Enfin, je pouvais pas rester sans rien faire. Enfin, c'était horrible. Horrible. Et c'était... ça arrive toujours. Ça tombe toujours sur moi. Par exemple... C'est ça tombe toujours sur toi. Je suis sûre que c'est parce que j'ai peur. Okay. Que ça arrive. Enfin, c'est pas parce que je suis superstitieuse, c'est parce que ça doit être dans les énergies. Plus t'as peur, je sais pas, mais plus t'as peur, ouais, ça... et puis même, c'est-à-dire que si t'as peur de quelque chose, forcément, ton regard sur les événements va être teinté de ces peurs. Et donc, du coup, c'est presque comme si... c'est drôle parce que tu dis que t'as peur de te justifier aussi, mais c'est comme si de vivre la situation
qui te fait peur te permet de justifier que tu as peur de ça. Ouais, peut-être. Tu vois, ça va dans les deux sens, j'ai l'impression. En 6e, en plus, vraiment pas de peau. J'arrive en 6e et tu sais, tu dois remplir une petite fiche où tu dois marquer la profession de tes parents et ensuite te présenter. Et donc moi, j'ai écrit la profession de mes parents et ma prof principale me regarde et me fait « c'est pas un métier ». Et là, j'ai fait « oh, si je répète ça à la maison ». Ouais. Et donc... T'as changé ? Hein ? T'as Non, écrit j'ai autre pas chose ? changé, Ah oui. j'ai pas changé, mais j'étais complètement... La meuf, elle m'a traumatisée en 5 minutes, quoi. Ah ouais. Elle me fait « non, c'est un hobby ». D'accord. Et j'ai fait « non ». Tu sais qu'il y a encore des gens qui pensent ça. Hein. Oui, je sais. Mais bon. Après, ouais, dire ça à un enfant, c'est hyper violent. Enfin, surtout si tes tu viens parents, de là. c'est rien, quoi. Ouais. Genre... Oui, mais puis le problème, toute ta c'est famille, quoi. Oui, toute ma famille. Après, le problème, c'est que j'ai arrêté de répéter les trucs comme ça à mes parents parce que pour mes parents, ça les confortait dans l'idée qu'on se construisait anti le monde extérieur. Quoi. Contre le monde extérieur. Contre le monde, ouais. Et ça, c'est comme ça depuis ma grand-mère, en fait. Et aujourd'hui, c'est quoi c'est quoi la réalité, le monde réel pour toi ? Est-ce que ça a changé ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma place. Donc t'es à Paris à nouveau ? Oui, je suis à Paris et parce que je suis beaucoup plus en paix. Et puis, comme je t'ai dit, ça m'a permis de relativiser. Le monde réel est toujours aussi cruel et peut me faire du mal, mais pas comme ça. Mais dans le monde de l'entreprise, par contre, ouais. Ça a été dur pour moi parce que je suis hyper sensible et je prends sur moi, ça se voit pas. En général, les gens ne se doutent pas en fait parce que je sais pas, je pense que je parais forte parfois, mais là, il y a eu 2-3 trucs qui m'ont complètement déstabilisée. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ça me déstabilise et ils sont là, mais je suis désolée si je t'ai fait de la peine et maintenant, j'arrive à expliquer, non, t'inquiète pas, c'est moi, tu m'as pas fait de la peine. La prochaine fois, on verra les choses autrement. Est-ce que t'as l'impression que le monde, finalement, n'est fait que pour certaines personnes ? C'est-à-dire ? Je sais pas, tu me dis tout le temps que tu viens d'une certaine famille et que cette famille considère que l'extérieur est un danger et que la société... soit t'es dedans, soit t'es contre, quoi. Est-ce que du coup, le monde d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que il est fait pour des personnes qui sont adaptées à ce monde-là et les autres doivent se démerder ? Est-ce que... Alors, là, dans le cadre de ma famille, c'était pathologique, tu vois. C'est-à-dire que c'était quand même des gens qui ont... Enfin, tu peux être anti-monde, mais pas à ce point enfermé sur toi-même et rentrer dans des délires de fou. Mais c'est assez pathologique. Donc en fait, si t'es assez fort et que t'as ça, tu peux très bien arriver à gérer. En fait, le monde est le même pour tout le monde. Voilà. Et donc, finalement, la façon dont ils pensent et ce qu'ils transmettent et ce qu'ils enseignent, c'est aussi une façon de changer le monde contre lequel ils sont, c'est ça ? Oui, complètement. Et puis le faire avec des enfants, du coup, t'as pas tous les départ, codes. Quoi. T'as pas tous les codes de société qui viennent. Ils sont pas tous conditionnés. Quoi. Voilà. Ouais. En général, 98% des enfants, t'as encore plein d'espace et t'as pas encore tous les codes de la société qui peuvent te mettre des barrières. Et puis voilà. Donc en fait, ils s'intégraient quand même dans la société, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à faire leur job, sauf que, par exemple, quand ils faisaient des projets avec des classes ou avec les écoles, mais c'était comme si ils organisaient la prochaine tournée de Beyoncé et de Jay-Z. Ils prenaient les choses hyper au sérieux pour leurs élèves, complètement passionnés. Et toi, alors, du coup, t'as envie d'être prof aussi, t'as envie d'enseigner Je l'ai fait, j'ai adoré. Mais oui, je pense que ça ne me quittera jamais. Ça, c'est un truc que je ferai toute ma vie. Ça, comme je t'ai dit, ça me permet de me réconcilier, ça te permet de te réintroduire dans la société. Et là, pour le coup, pour ma dernière expérience à Istanbul, c'était des enfants de parents complètement improbables. Pour le coup,
des reporters de guerre, des trucs. Donc en fait, il y avait aussi des moments qui étaient un peu intenses, c'est-à-dire qu'on était en période un peu où il fallait miser un peu sur la sécurité parce qu'il y avait des alertes ou sous menace terroriste, où on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Du coup, rentrer dans une classe avec des bambins, alors que t'as super peur dehors, ça... tu oublies tout et c'est trop génial. Puis après, tu te nourris aussi de l'histoire des parents. Je me suis fait vraiment une deuxième famille avec tous ces gens-là à Istanbul. Et t'as des peurs encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va quand même vachement mieux. Ça peut revenir. Qu'est-ce qui peut revenir comme... La peur de l'autorité. Encore, oui. Ouais. La peur de l'autorité, la peur de me justifier, ça va un petit peu mieux. Ouais. Mais il y a aussi le truc de la notoriété. Et quand c'est arrivé, ça m'a un peu perturbée. Parce que quand ça arrive à quelqu'un proche de toi, en fait, vu que c'est mon cocon à moi, je veux que personne le touche. Oui, c'est clair. C'est quelqu'un qui a ouvert la brèche dans le cocon, et du coup... Et ça, j'ai du mal. Ouais. Et ça a été la bonne raison pour laquelle je suis partie en Turquie aussi. Ah, ok. T'as mal vécu ça. Ouais, je l'ai pas bien vécu du tout, parce que j'avais pas envie qu'on parle de trucs intimes, et puis les gens peuvent être très, 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 très... oui, à partir du moment où ça devient mondial, entre guillemets, c'est... Même un peu tendax parfois. Donc ça, c'était impossible. On pouvait pas toucher à ça, et j'avais pas envie de répondre. Et de toute façon... Et puis même... et encore une fois, j'avais l'impression encore de me justifier. Ouais. Je trouve qu'on me posait... J'étais là, mais... Ouais. Donc non. Et je vais aller dans un pays où personne ne connaît mon nom de famille. Ouais. Et du coup, ça a bien marché en Turquie. Et j'ai vu la notoriété de mes amis qui sont vraiment des pop stars turcs et qui tournent pareil dans le monde entier parce qu'il y a dans la communauté. Et comment ils le gèrent. Et ça, c'était intéressant aussi à voir. Ça m'a un peu réconciliée avec la peur de... Ouais, parce que ça m'a fait un peu peur sur le coup aussi quand c'est arrivé. Ouais, c'est intéressant. Ce que je retiens de ton histoire, finalement, c'est que y a plein d'expériences concrètes de peur que tu as vécues, de peur et même carrément de danger réel, qui t'ont permis de comparer et de relativiser par rapport à d'autres peurs qui finalement sont presque superficielles ou qui peuvent être presque illusoires ou fictives. Et alors pour justement ceux et celles qui vont écouter, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner justement sur la gestion des peurs, ce que tu as réussi à dépasser quel conseil tu pourrais... Alors, il faut à tout prix éviter que la peur devienne nous-mêmes. Enfin, qu'elle rentre trop en nous. Qu'elle nous accapare. Et qu'en fait, on se reflète. Quand on regarde dans le miroir, qu'on voit juste cette peur, quoi. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Genre, je suis devenue toutes mes peurs. J'étais une montagne de peurs. Voilà. Et ça, il faut pas que ça arrive. D'accord, donc c'est quand la peur prend toute la place, quoi. Ouais, il faut pas devenir ses peurs. Et donc ça veut dire essayer de mettre une distance ? Il faut essayer de vite les comprendre et d'y travailler tant qu'on peut. Et il faut s'en servir. Ouais, c'est ça, c'est de la matière, quoi. Ouais. Ok, merci. Voilà. Et là, du coup, on va prendre nos deux guitares et jouer ce morceau. T'as peur de quelque chose ? J'ai peur de mal jouer, mais... ça va pas t'empêcher de jouer. Hein. Ouais. Bon, voilà. Ok, ça marche. Bon, c'est un truc... Got me guilty, taking the pieces of you. That night you took flight, couldn't decide what to do. Could go so low, would that be the right things to do? We all make mistakes with you. I learn from you. We all make
do. I learn from you. We all make mistakes. We do. I learn from you. Please sleep softly. Leave me no room for doubt. Please sleep softly. Leave me no room for doubt. Please sleep softly. Leave me no room for doubt. Please sleep softly. Leave me no room for doubt. We all make mistakes. We do. I learn from you. We all make mistakes. We do. I learn from you. We all make mistakes. We do. I learn from you. We all make mistakes. We do.